AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre l'illettrisme, c'est l'engagement, c'est même la cause de votre invité qu'on va accueillir dans un instant, Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale contre l'illettrisme. Alors s'engager contre l'illettrisme, c'est plus que jamais d'actualité, Muriel. 2,5 millions de personnes en France sont concernées par l'illettrisme, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans. C'est plus que la population de Paris. Plus de la moitié d'entre elles exercent un emploi, 60,5% sont des hommes, 50% ont plus de 45 ans, 49% vivent en zone rurale ou faiblement peuplée, 10% dans des quartiers couverts par la politique de la ville où le taux de l'illettrisme est 2 fois supérieur à la moyenne. Et selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il existe un lien concret entre les difficultés de lecture des 5% des jeunes concernés et la situation économique et sociale des parents. Un des points communs de toutes ces personnes en situation d'illettrisme est d'avoir été scolarisées dans notre pays. Pourtant, parler le français, avoir fréquenté l'école, ne signifie pas pour autant avoir acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul et des compétences de base permettant d'être autonome dans des situations simples de la vie courante. Réserver un billet de train, lire un journal, retirer de l'argent dans un distributeur de billets, comprendre une consigne au travail, inscrire ses enfants à la cantine, ignorer jusqu'à ses propres droits. Les transformations numériques, le développement du télétravail sont venus percuter encore plus le visage de l'illettrisme. 13 millions de personnes sont en France en difficulté avec le numérique et parmi elles, plus de 50% ont du mal avec la lecture, l'écriture ou le calcul. Ce phénomène que l'on nomme électronisme a conduit 28% des non-diplômés à renoncer à accomplir une démarche en ligne en 2021. Une situation de double illettrisme dans un monde où 75% des emplois requièrent la maîtrise de compétences numériques de base. La mesure de l'évolution de cette situation est une obligation. Il faut nommer et continuer à mesurer pour amplifier la prise de conscience. L'illettrisme ne peut plus être un sujet tabou, alimenté par la honte et la faible estime de soi. Amplifier les politiques publiques et développer des outils est une nécessité. Il faut doter l'entièreté du territoire national d'outils de sensibilisation et de prévention et de personnes relais pour favoriser et participer à la formation. Enfin, comme pour toutes les causes, l'engagement collectif et la coalition doivent être une évidence. Tous nous avons un rôle à jouer contre l'illettrisme pour ouvrir le champ des possibles et transformer chaque progrès en victoire. Alors justement, transformons ça en victoire avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Hervé Fernandez. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de l'Agence nationale contre l'illettrisme et vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Alors, l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme a été créée au cours de l'année 2000. C'est un groupement d'intérêt public. Pouvez-vous nous informer sur sa mission ? Vous l'avez dit, Muriel, il faut donner un visage à l'illettrisme. On ne peut pas apporter le début d'une solution contre ce problème si on ne le nomme pas, si on ne regarde pas la réalité en face. Et le rôle de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est de mettre en lumière ce problème de l'illettrisme, de le mesurer, de donner des chiffres sur sa présence, sur les territoires, sur le profil des personnes qui y sont confrontées, à ceux qui décident, à ceux qui peuvent les accompagner, pour que bien informés, ils puissent apporter des solutions à la hauteur des enjeux. Et le deuxième rôle de l'agence, c'est d'organiser des réponses, des solutions, d'agencer les moyens qui peuvent être mobilisés contre ce problème, parce qu'on peut agir très tôt pour le prévenir, on peut agir plus tard aussi pour aider des personnes à sortir de cette situation, à réapprendre à lire et à écrire. Donc, avec les chargés de mission régionaux de l'agence présents sur tout le territoire, nous organisons des coopérations pour que les solutions s'installent. Et puis, la troisième mission consiste à mettre à disposition des outils très simples pour diagnostiquer le problème, valoriser les compétences de base déjà maîtrisées par les personnes pour qu'elles puissent faire ce premier pas et démarrer un parcours de réacquisition des savoirs de base. Alors on peut faire parfois la confusion entre l'illettrisme et puis l'analphabétisme. C'est quoi la grosse différence pour vous ? Comment expliquer ça à nos auditeurs ? Mais oui, cette différence, elle est très importante à prendre en compte parce que vous l'avez dit, les personnes confrontées à l'illettrisme ont en commun de cacher leurs difficultés. Ces personnes parlent notre langue, elles parlent le français, elles ont été à l'école de la République, elles ont appris
en français. Et il leur manque cette première marche nécessaire pour être autonome, libre, dans des situations très simples de la vie quotidienne qui nécessitent de savoir lire et écrire. C'est très différent d'être analphabète. Quand on est analphabète, on n'a jamais été scolarisé du tout. Et puis, il y a une famille de besoins dans notre pays qui concerne des personnes qui doivent apprendre le français comme une langue étrangère, qui s'installent, qui doivent apprendre notre langue. Donc les personnes confrontées à l'illettrisme représentent 2 500 000 personnes dans la population. Les personnes qui doivent apprendre le français ou qui sont analphabètes, 1 200 000 personnes. Vous voyez que l'illettrisme est invisible, mais bien plus présent dans ces 3 familles de besoins. Alors 2,5 millions de personnes, c'est beaucoup. Est-ce que c'est... D'ailleurs, je vous demande, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que vous pensez qu'en amont, dans la scolarité, on est capable aujourd'hui d'analyser cette situation et de poser les bons diagnostics? Alors poser le diagnostic, c'est essentiel d'abord pour valoriser les compétences que les personnes maîtrisent déjà. Notre travail, notre responsabilité, c'est de tout faire pour que ces personnes puissent faire le premier pas qui les conduit vers la réacquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul, du numérique. Donc pour ça, on a besoin de ne pas les juger, d'équiper ceux qui les accueillent, de faire en sorte qu'ils soient écoutés. Donc ça suppose la mise à disposition de réflexes, d'outils très simples qui permettent de bien diagnostiquer le problème. Et de formation ensuite pour aider ces personnes à réapprendre à être plus libres, plus autonomes. Donc ça c'est très important. Je dirais à l'âge adulte, on sait que les associations savent très bien faire cet accompagnement, ce diagnostic, et nous proposons des outils aussi pour les entreprises, par exemple, pour qu'elles aient bien conscience de l'existence de ce problème, puisqu'on sait que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme travaillent aujourd'hui. La moitié a plus de 45 ans, donc l'entreprise est concernée. Donc on fournit un service qui s'appelle Evagile qui permet aux entreprises de savoir si elles sont concernées ou pas. Et puis il y a le diagnostic aussi qui permet de valoriser les compétences de base. Là on a un service qui s'appelle EVA, qui est non stigmatisant, qui est très positif, qui permet grâce au numérique de savoir où on en est, quel est son bilan par rapport aux compétences de base déjà maîtrisées. Et il y a bien sûr le travail qu'on peut faire en amont, très tôt, dès le plus jeune âge, pour éviter que l'illettrisme prenne racine, pour voir quels peuvent être les troubles liés aux apprentissages, la présence de la dyslexie ou pas, comment on peut les contourner, pour accompagner ces enfants dans la réussite, puisque une bonne façon de prévenir le problème de l'illettrisme, de ne plus en parler, c'est de tout faire pour que tous les enfants sortent de l'école en maîtrisant la lecture, l'écriture, le calcul, et surtout qu'on entretienne ce capital tout au long de la vie, parce qu'il peut se perdre si on n'entretient pas la lecture. Alors on parle beaucoup de l'école en ce moment, on en a toujours beaucoup parlé ces dernières années, sur effectivement les compétences que l'on apporte aux enfants. Il y a eu une énorme remise en question sur les fondamentaux. Ce chiffre de 2,5 millions, il est stable, il évolue, il régresse? On a mesuré ce problème pour la première fois en 2004, c'était 3 100 000 personnes. On l'a mesuré à nouveau en 2012, c'est 2 500 000 personnes, donc il y a un nombre de personnes qui diminue, c'est 20% de personnes confrontées en moins à ce problème, et il nous faut le mesurer à nouveau parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas mesuré. Et en ce moment, nous travaillons avec l'INSEE sur une enquête qui est soutenue par le ministère du Travail pour avoir une idée précise du nombre de personnes confrontées à ce problème. Et donc les résultats de cette nouvelle enquête seront disponibles au début de l'année 2024. Et cette enquête est nationale, déclinée dans les régions d'outre-mer aussi. Donc on aura une photographie beaucoup plus à jour, beaucoup plus actuelle de ce problème. On peut dire qu'il a tendance à reculer, que le nombre de jeunes qui sont en difficulté lors de la journée défense citoyenneté, parce qu'on continue à mesurer l'illettrisme, est relativement stable. Mais on sait, comme vous l'avez rappelé, qu'il y a beaucoup de transformations dans les démarches administratives, au travail, avec le numérique, où l'écrit est très très présent, qui appellent et qui mettent en évidence, on va dire, de nouvelles situations d'illettrisme. Et donc, si on n'agit pas pour prévenir ce problème, si on n'agit pas pour donner ce socle de base, ce socle essentiel, eh bien, des personnes n'ont pas recours à leurs droits, elles perdent de la capacité du pouvoir d'achat, notamment. Elles n'ont pas recours aux primes qui peuvent être mises en place pour compenser la hausse des carburants, parce que les démarches leur paraissent insurmontables. Donc, il y a toujours à faire, toujours à agir, toujours, même si ce chiffre diminue, il est encore beaucoup trop élevé. On peut agir très tôt, et puis il faut surtout parler du problème
problème, parce que plus on en parle et plus on avance. Ouais, un plaidoyer très important. Hein. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un groupement d'intérêt public, une agence nationale. D'où proviennent vos budgets, d'où proviennent vos fonds? Alors, on a des moyens qui viennent de l'Union européenne. En ce moment, on développe un programme de soutien à des solutions nouvelles contre l'illettrisme, la coopérative des solutions. Et puis, on a des moyens qui viennent aussi des pouvoirs publics, des différents ministères. Le ministère chargé de la formation professionnelle apporte le plus gros des moyens et pour le fonctionnement de l'agence, mais aussi pour qu'on puisse mettre à disposition des services d'évaluation des compétences de base. Et puis, il y a aussi des moyens qu'on va chercher auprès du Fonds d'expérimentation jeunesse, par exemple, pour tester des solutions nouvelles dans les régions d'outre-mer. C'est un programme qui nous tient à cœur, qui s'appelle Famille Lire. Oui. Grâce au numérique, on va réapprendre à des personnes, des très jeunes mamans, avec des enfants très jeunes qui viennent d'être scolarisés, les savoirs de base grâce au numérique. Et puis, on mobilise aussi d'autres moyens de partenaires privés qui nous aident à installer des solutions nouvelles. Ok. Alors, vous pensez qu'on peut sortir de l'illettrisme ? Alors oui, on peut sortir. C'est une volonté personnelle, c'est une prise de conscience, c'est comment on sort de la honte que l'on peut éprouver à ne pas savoir ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire régler tous les problèmes de la vie quotidienne, travailler, avoir un job et en même temps devoir avouer à son employeur ou à ses camarades que on ne sait pas lire ou on ne sait pas écrire. Les personnes qui sont sorties de l'illettrisme nous disent que c'est souvent une rencontre, le fait qu'on leur ait parlé des solutions qui existent. On a un numéro vert qui est mis à disposition, 0800 11 10 35. À retenir. Voilà, pour l'entourage des personnes, les personnes elles-mêmes. C'est cette rencontre qui fait que la honte tombe et on peut avancer. On en parle tranquillement, sans dramatiser la situation, et qui libère, je dirais, cette parole qui va libérer les personnes confrontées à l'illettrisme pour qu'elles puissent se tourner vers une solution de formation à leurs difficultés. Ces solutions de formation, elles existent aujourd'hui et elles produisent des résultats, c'est-à-dire qu'on peut réapprendre, quel que soit son âge. C'est très important de le dire. On a des témoignages très puissants de personnes comme Aline Le Gueuluche qui témoignent. Oui, qui a écrit, d'ailleurs, j'ai appris à lire à 50 ans. Voilà, qui nous raconte comment elle a réappris, quelles ont été les difficultés qu'elle a rencontrées, mais comment elle a réussi à les surmonter. Il y a beaucoup de films en ce moment au cinéma qui parlent de cette situation. Les Petites Victoires, le dernier film qui est encore à l'affiche, qui traite de cette question sans pathos, mais aussi de façon positive. D'ailleurs, dans le cinéma, il y a l'excellent film que je vous recommande de voir, qui s'appelle Les Brillantes de Sylvie Gauthier, qui est distribué par Abal Film. Il y a Céline Salette, Camille Lelouch, Bruno Salomon. C'est une comédie sociale qui pointe de façon très intelligente le sujet de l'illettrisme. C'est une jeune femme qui travaille dans une entreprise. Elle est femme de ménage de nuit. Elle a un fils de 17 ans. Et puis, au moment où l'entreprise est rachetée, son emploi va basculer. Tout bascule dans l'entreprise. On va lui demander de s'impliquer. Et là, face à ce mur de l'implication et de l'engagement, pour aider ses camarades, elle va devoir révéler son illettrisme. Donc, c'est important, ce type de film. C'est important que le cinéma s'empare de ces sujets. Oui, c'est très important parce qu'on l'aborde... je dirais de façon un peu détournée parfois, de façon frontale aussi, mais on dit les choses, on pose les choses, on donne à voir cette réalité qui est, je le redis, invisible, et c'est une bonne manière aussi de montrer de façon très positive, que on n'est pas condamné toute sa vie à rester dans cette situation d'illettrisme. On peut réapprendre, on peut prendre un nouveau départ par rapport au savoir de base. C'est ce que nous disent les personnes qui ont réappris. Et des porte-paroles, des porte-paroles connus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des stars de cinéma, des gens qui parlent dans les médias, qui ont une écoute un peu particulière? Il y en a certains à vos côtés? Oui, plusieurs réalisateurs se sont emparés de ce sujet. C'est Jean-Pierre Améris qui a démarré, et puis plus récemment, Kenji Girac a été incarné le personnage de Zach dans un téléfilm diffusé sur TF1 consacré à l'illettrisme, à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme chaque année autour du 8 septembre. On parle de cette situation, on parle aussi de toutes les solutions qui existent sur le territoire. L'an dernier, il y avait plus de 1100 manifestations locales qui étaient organisées, des portes ouvertes, les associations montrent leur travail, et il y a beaucoup de témoignages aussi de personnes, et Kenji Girac avait accepté de témoigner. Voilà, il raconte comment il a réussi à surmonter les difficultés qu'il avait, qui étaient liées à l'orthographe. À la lecture des prompteurs, peut-être. Voilà, exactement. C'est un très bel exemple. Oui,
c'est courageux, c'est bien de le dire. Il faut dire les choses. Alors, je sais pas, une dernière opération dont vous voudriez nous parler, un numéro à nous transmettre, un message à faire passer pour terminer cette conversation. On peut en profiter pour le faire. Tiens, si quelqu'un nous écoute en ce moment sur Sud Radio, ne sait pas lire, n'ose pas le dire, n'a jamais voulu le dire parce qu'elle en a honte et on peut comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je lui dis d'en parler tranquillement avec son entourage, d'oser le faire. Et je lui propose d'appeler le numéro vert 0800 11 10 35. Voilà, 0800 11 10 35. Personne ne la jugera et au contraire, vous serez là pour l'aider, tout simplement. Avec bienveillance. Il n'y a pas de honte et on est là aussi pour aider tout le monde à s'en sortir. Merci à vous, Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci également à vous, Muriel Réus. Merci Jean-Marie, merci Hervé. Pour un nouveau numéro. Et bravo pour cet engagement. De l'engagement, bravo à vous. On continue. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.